Bienvenue sur ce forum des lecteurs, France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, lors de cette 31e foire du livre. Vous êtes déjà très nombreux et on vous en remercie. Un forum donc en partenariat avec le journal La Montagne, France Bleu, Limousin, que vous retrouverez aux alentours de 17h20 avec Christophe Tastet. Un forum donc partenaire La Montagne, je vous le disais, avec ce superbe supplément édité donc par le journal La Montagne que vous trouverez sur le site de l'agence La Montagne et à l'accueil, avec ce très beau dessin de 2 lignes. Pour ce premier forum des lecteurs, donc France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, ce premier forum est consacré à une maison d'édition suisse, les éditions Chaman, qui œuvrent au service du patrimoine culturel. Ce forum est animé par Florence Bouchy. Nous consacrons effectivement ce premier forum aux éditions Chaman qui se trouvent sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse. Alors, ces éditions de livre en livre nous transmettent leur goût pour la diversité culturelle. C'est pour cela que nous avons eu envie de les rencontrer. Elles ont une actualité. Nous avons la chance d'avoir avec nous son éditeur Samuel Crétenant et il est venu accompagné de l'un de ses auteurs, Georges Bertrand, qui présente à Brive l'un de ses ouvrages tout juste sorti des presses. Vous allez pouvoir le découvrir dans le salon. C'est Cambodge, le danseur de mémoire. Puisque nous avons donc la chance d'avoir avec nous son responsable éditorial, je vais me tourner vers lui pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la particularité, l'originalité et les exigences des éditions Chaman. Alors, Chaman, c'est une maison qui n'est pas si vieille que ça. Non, effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Oui, créé en 2000, c'est ça ? 2010, oui. Et puis, le temps de se faire connaître, d'adopter une ligne éditoriale, le temps de bénéficier de la confiance des auteurs, du public. Et alors, d'où est né justement ce projet, cette envie de monter une maison d'édition ? Parce qu'elle est quand même assez particulière. Alors moi, je suis tombé un petit peu dans mon domaine éditorial, c'est-à-dire le domaine des arts, l'archéologie, le patrimoine culturel. Par ma famille d'abord, qui ont une maison de vente aux enchères, donc j'ai collaboré avec eux d'abord. Et puis comme c'était une maison de vente aux enchères familiale, on a appris beaucoup sur le tas et j'ai commencé à faire de la photographie, m'occuper des catalogues de vente avant de fonder, de me séparer d'eux et de fonder ma propre maison. Et alors, parce que j'ai dit que vous nous transmettiez le goût de la diversité culturelle, ça se voit à travers de nombreux titres. Est-ce que vous, c'est un projet éditorial direct qui vous tenait à cœur ? Tout de suite, vous saviez que c'était la diversité culturelle que vous vouliez mettre en avant ? Alors j'ai beaucoup voyagé avant de travailler, donc j'ai voyagé dès l'âge de 17 ans, j'ai passé 6 mois en Amérique du Sud, j'ai beaucoup travaillé dans le monde arabe. En Syrie, en Palestine. Donc effectivement cette curiosité pour les autres, elle est née très vite. Et puis oui, effectivement j'ai envie de faire un petit peu ce qu'on fait en biologie avec la biodiversité. J'ai envie de montrer des petites perles de culture et de montrer que ce foisonnement d'idées, d'origine, ce partage d'identité est plus intéressant que de vaines luttes entre communautés. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre catalogue, surtout pour nous dire en quoi il illustre ce projet de valoriser la diversité culturelle ? Alors si j'ai quelques ouvrages que j'ai pris avec moi. Typiquement, voici une collection qu'on a fait qui est en fait des monographies sur un seul objet. Donc on essaie de tirer d'un objet d'art important un maximum de détails, de sujets, pour montrer qu'on passe devant un objet devant un musée, mais on peut comprendre comment il est fait, qu'est-ce qu'il raconte. Il y a énormément de choses qui se rapportent à la littérature antique, par exemple, pour un ouvrage comme ça. Donc, alors, vous pouvez nous redonner le titre de ce livre ? Alors, ça s'appelle L'Origine des chasseurs, chef-d'œuvre d'orfèvrerie antique. Et puis, c'est un ouvrage qui a un petit peu toutes les composantes de ma maison d'édition, avec des photographies grand format, avec des dépliants. L'image reste au centre de notre intérêt. Donc, ce sont des livres d'images avec un texte de fond qu'on essaye de rendre le plus large public possible. Donc, pas forcément de mots techniques, mais plutôt une volonté de communiquer des choses qui ne sont pas forcément réservées à l'élite, mais qui pourraient interloquer toute personne intéressée par la culture. Oui, parce que ce qui est remarquable dans votre maison d'édition, c'est que vous faites appel à de véritables chercheurs ou de grands érudits. On pourrait penser que ça conduit à une maison, à une ligne éditoriale extrêmement technique, peut-être un petit peu difficile.
Et on est frappé à la lecture de vos livres de s'apercevoir qu'en fait ce savoir extrêmement érudit est porté à la connaissance du plus grand public et rendu accessible à tous. Est-ce que vous avez une volonté réelle de vulgarisation du savoir ? C'est une vocation. Moi, je suis universitaire, j'ai une formation d'archéologue et je me rends compte à quel point, typiquement dans le domaine archéologie, on a cette confrontation entre les chercheurs qui ont un discours savant entre eux, ce qui est normal, c'est un outil de communication. Mais parallèlement, le public est passionné par l'archéologie, est passionné par les arts, est passionné par les cultures. Et il suffit de donner quelques clés de compréhension pour que les gens y plongent très volontiers. Et alors, est-ce qu'en tant qu'éditeur, vous avez un certain nombre de trucs pour rendre plus accessibles justement des sujets très complexes, très compliqués ? Est-ce que justement, jouer sur l'image, sur le graphisme, ça fait partie de ces moyens qui aident à aller vers le savoir ? Alors effectivement, la présence d'images en est une, la proportion 50-50 pour les images. Par ailleurs, c'est surtout, je pense, et je pense que mes livres étaient plus compliqués, mes premiers livres étaient plus compliqués à lire que ceux qui sont actuellement édités. C'est surtout un dialogue avec les auteurs. Il faut souvent, j'ai pas de problème avec Monsieur Bertrand parce qu'il est dans la même ligne, mais avec d'autres auteurs, c'est toute une démarche de leur faire comprendre que c'est pas forcément utile de parler compliqué pour parler de choses compliquées. En mettant en avant des éléments de passion, des éléments de beaucoup plus large public, les ouvrages deviennent plus accessibles avec le même contenu en définitive. Et vous accordez un soin particulier à la qualité du papier, à la mise en scène des images ? Oui, beaucoup de travail de recherche sur la composition graphique, qui reste assez traditionnelle, mais simplement on essaye d'y apporter un grand soin. Et puis dans les matériaux, effectivement, pour moi, un livre de cet acabit doit traverser quelques dizaines d'années au moins avant que quelqu'un en refasse un autre peut-être ou pas. Donc c'est des ouvrages cousus. Ils sont destinés à rester. C'est le but. Je ne m'inscris pas du tout dans ces livres qui restent trois mois en librairie. Je comprends que les libraires, s'ils sont invendus, les retournent, mais on a un fonds d'ouvrages qui se vendent régulièrement sur plusieurs années, sur 5-10 ans. Certains sont épuisés aussi, mais on a un stock en vente lente, en vente douce, et on ne s'inscrit pas dans ce phénomène éphémère où il s'agit d'épuiser ça sur un événement. On travaille avec des choses, ça a été le cas notamment pour ce livre qu'on a fait sur la bande de Gaza. Notre but n'était pas de s'inscrire dans l'événementiel. Et les gens voulaient qu'on parle de l'actualité brûlante. Et justement, on travaille dans l'histoire. Il faut laisser les choses retomber. Il faut essayer de montrer que au-delà de ces événements qui sont très médiatiques, on peut parler d'autre chose. On peut parler d'un patrimoine commun, partagé, en toutes les communautés. On peut rappeler que le territoire n'appartient à personne, à aucune communauté. Et voilà, et typiquement, on aborde souvent des sujets religieux dans nos livres, la plupart des ouvrages. Oui, vous avez consacré à l'art de l'islam, avec Trace. Là, effectivement, on n'est pas sur un problème religieux, ou plus exactement politique, avec Gaza. Alors justement, on n'est pas dans le moins possible, parce qu'évidemment, il y a une tentative de récupération politique toujours dans ce qu'on fait. Mais on essaye justement de parler des choses qui unissent les hommes et qui sont au-delà de l'actualité politique. Vraiment, c'est une vocation chez Shaman, c'est de parler de la culture et pas parler de ce qui politiques, fâche. Non. Oui, et alors ce qui unit les hommes, si on regarde votre catalogue, c'est d'une certaine façon, c'est la beauté, c'est l'art. On se retrouve dessus. Je crois qu'on parle de patrimoine de l'humanité pour l'art et que ça a une vraie réelle profondeur de sens de le dire. Je pense que dans toutes les cultures, l'intérêt pour l'art, même si parfois les priorités, si je pense à la Palestine, les poussent à faire autre chose, il y a énormément d'intérêt pour la mosaïque, pour les bâtiments paléochrétiens, du début du christianisme en Palestine. Les gens n'ont généralement pas de problème avec tout ça. Et on a tendance à l'oublier parce que ceux qui ont des problèmes avec ça parlent généralement plus fort et oblitèrent un petit peu cet intérêt pour
pour les racines culturelles en partage. Et alors justement, cet ouvrage Traces, dont on a déjà un tout petit peu parlé et dont Georges Bertrand est l'auteur, c'est pas son dernier livre, mais c'est son livre précédent, c'est très très original comme démarche puisqu'il s'agit de chercher dans les manifestations culturelles, enfin dans les arts que l'on a sous les yeux, des traces de l'héritage musulman, c'est ça. Donc on peut avoir en Corrèze des bâtiments sur lesquels on va retrouver un héritage de l'art musulman, c'est bien ça? Alors en France, dans le Massif central, mais aussi dans les Pyrénées, si je peux vous montrer un exemple. Oui, je vais le montrer. On a ici une image d'un crucifix qui était dans une ancienne léproserie, si je me trompe pas, qui était replacé au mur en hauteur. Et M. Bertrand, mais on en parlera peut-être après, dans sa recherche, a tout d'un coup été intrigué par ce Christ qui était placé en hauteur. Et en y approchant avec une échelle, si je ne m'abuse, il découvre des traces d'écriture koufique, donc une écriture arabe sur un Christ du XIIe siècle. Évidemment, à l'époque, pour mettre le Christ dans toute sa splendeur, on utilisait les plus beaux tissus, ceux que l'on importait d'Orient. Donc de nouveau un lien esthétique, un lien culturel qui traverse au-delà des croisades, au-delà des tensions géopolitiques. Et pour ce nouveau, alors je vais me tourner maintenant peut-être vers Georges Bertrand, mais n'hésitez pas à intervenir non plus quand il s'agira plus précisément des éditions Chaman et de leur projet éditorial. Georges Bertrand, vous publiez votre deuxième livre aux éditions Chaman. Alors comment s'est fait un petit peu votre rencontre avec soit l'éditeur, soit les éditions en général? Bien, on m'entend, voilà. Oui, ma rencontre avec les éditions Chaman, eh bien, ce fut ce livre sur Gaza, alors que j'étais à Gaza. Et c'est ainsi que je suis rentré en contact avec les éditions Chaman. Vous avez été séduit en fait par ce livre que vous avez découvert en étant à Gaza. Séduit par la démarche, en effet, qui était à la fois une démarche esthétique et quelque part politique, mais au sens noble du mot. Hein, c'est-à-dire en effet, montrer ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire humaine, et une histoire humaine qui transcende bien souvent les contingences historiques, religieuses, etc. Et donc c'est à partir de là qu'est né le projet de Traces. Donc parce que j'aime depuis très longtemps travailler sur les passages aussi bien historiques que géographiques, c'est-à-dire passages entre les cultures, entre les civilisations, et passages aussi entre les continents. La Terre est ronde. Vous voyagez vous-même énormément, je crois. Pardon ? Vous voyagez vous-même énormément. Je voyage énormément, oui, à peu près 8 à 9 mois dans l'année. Voilà, mais d'une manière toujours très fluide. C'est-à-dire, je ne vais pas passer 15 jours à un endroit, 15 jours à un autre. Non, non, c'est beaucoup plus long et progressif. D'un lieu à l'autre. Absolument. Et dans une période où on essaye un petit peu de se recroqueviller sur des espèces d'îles soi-disant culturelles ou communautaires, eh bien en fait l'histoire et l'histoire de l'art montrent que eh bien, il y a eu depuis toujours et encore aujourd'hui des passages entre les cultures, entre les arts, entre les sociétés également. Donc ça a été pour ça qu'il y a eu donc ce livre sur les traces musulmanes, dont un grand nombre se trouve d'ailleurs en Corrèze. Et aujourd'hui, alors pour Brive, pour la foire du livre de Brive, vous nous présentez votre nouveau livre. Alors cette fois-ci, c'est assez différent en fait quand même du livre précédent. Ça s'intitule Cambodge, le danseur de mémoire. Vous êtes parti de l'idée que la danse avait disparu un moment au Cambodge et qu'elle renaissait. Et vous vouliez montrer pourquoi, comment et quelles étaient ses implications. C'est bien ça ? Oui, voilà. Mon but n'était pas de faire un livre touristico-folklorique sur la danse cambodgienne avec des jolis costumes en couleur, etc. Mais de montrer comment, en fait, la danse a traversé, vous voyez encore des passages, a traversé les époques. Et en effet, je me suis attaché à un danseur qui est celui qui est en photo sur le livre, et qui est orphelin,
parce que sa famille a été plus ou moins exterminée à l'époque des Khmers rouges. Et donc, lui est danseur. Il est maintenant professeur de danse pour d'autres orphelins. Et le danseur de mémoire est au pluriel, le mot mémoire est au pluriel, parce que à l'époque des Khmers rouges, tous les danseurs étaient exterminés, les uns à la suite des autres. Et j'ai voulu montrer que la nouvelle génération de danseurs, dont il est un des représentants, voulait quelque part, non pas effacer, mais surmonter la mémoire du génocide, qui n'est pas si lointaine, pour retrouver la mémoire d'Angkor, des temples traditionnels où il y a en effet des bas-reliefs qui représentent des danseurs. Alors vous l'avez suivi, vous l'avez photographié et ensuite vous avez demandé à des amis, des confrères, d'écrire des textes en regard de ces photos. Voilà, ce qui fait que dans le livre, il y a des photos du danseur, il y a des photos de l'époque Khmer rouge, qui sont des photos de photos, et ça se montre, c'est montré, je veux dire, et des photos d'Angkor. Et ensuite, parce que j'aime aussi les passages entre les arts, dans Traces, c'était entre le photographe et un plasticien qui a fait des dessins. Là, c'est moi en tant que photographe et deux écrivains, un Belge, un Français, l'un qui est chorégraphe, l'autre qui est philologue, mais qui a vécu au Cambodge parce qu'il a été marié un temps avec une Cambodgienne. Vous voyez, donc ces deux personnes, je les ai réunies, qui ne se connaissent pas, et je les ai réunies pour qu'ils puissent écrire à partir de mes photos. C'est-à-dire que c'est une sorte d'accompagnement, chacun accompagne les autres. Alors l'un écrit des textes plutôt d'ordre poétique, l'autre plutôt descriptif, explicatif des photos, c'est ça? Absolument. Olivier Riboton, qui est le chorégraphe, lui a écrit des textes poétiques, c'est-à-dire sur ce qu'il ressentait à la vue des images. Alors que Philippe Hunt, donc le philologue belge, lui, a donné des informations, des explications sur chaque image, voilà, historique et sociologique. Et qu'est-ce qui vous a séduit, vous, en tant qu'éditeur, dans ce projet-là? Alors une fois encore, c'est du patrimoine éphémère, mais c'est du patrimoine quand même. Et puis, bon, déjà, ce qui m'a séduit, c'est mon ami Georges, parce que maintenant j'ai envie de continuer à travailler avec lui, c'est passionnant de le suivre, ça c'est la première des choses. Mais ces photos que je trouve très sensibles... Ça entrait vraiment dans la ligne éditoriale finalement de Chaman. Finalement, complètement. On est plus dans un ouvrage d'image quand même, mais le lien au patrimoine y est. Et je vous dirais, c'est le cas aussi de cet ouvrage-là qui s'appelle Éphémère, qui traite... Qu'on trouve aussi sur votre stand à Brive. Absolument, oui, puisqu'il est encore assez récent. C'est un ouvrage qui traite des crop circles, c'est du patrimoine artistique éphémère, mais l'ouvrage fait le lien avec tout le contexte historique, c'est-à-dire qu'il y a une description de l'endroit dans le sud de l'Angleterre où on trouve énormément de monuments mégalithiques qui sont strictement en lien avec ces dessins mystérieux. Et de nouveau, c'est un ouvrage qui a la même démarche que les autres. On ne va pas dans des conclusions, on décrit les choses et on essaie de montrer plutôt les liens, les intérêts. Donc on reste dans du patrimoine éphémère aussi, artistique. Alors ce livre-là dont on parlait juste avant, Cambodge, le danseur de mémoire, il vient tout juste de sortir. Est-ce que votre danseur l'a vu? Est-ce qu'il a vu les photos? Alors, mon danseur, donc, que j'ai rencontré 3 fois, donc en 3 voyages, il a déjà eu toutes les photos. Il ne parle pas français, bien évidemment. Et pour le moment, il n'a pas encore eu accès. Il n'a eu accès qu'à la couverture. Mais il est très heureux et j'espère que je vais bientôt pouvoir lui faire envoyer quelques exemplaires, bien évidemment. Je pense qu'il sera très très heureux. Et bien écoutez, tant mieux, je ne peux que vous inviter tous à découvrir le stand des éditions
Chaman, et en particulier ce très bel ouvrage Cambodge, le danseur de mémoire dont nous avons parlé. Mais il n'y a pas que ce livre-là, il y a tous ceux que nous avons mentionnés, il y a Éphémère, il y a Trace, il y a Gaza. Je vous remercie tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps pour présenter votre livre, votre maison d'édition. Merci. J'invite tous les auditeurs, les spectateurs à venir vous retrouver pour éventuellement pour acheter. Peut-être qu'il pourrait y avoir des dédicaces. Je ne sais pas s'il y a une heure de prévu pour cela. Oui. Certainement. Merci et à bientôt pour un prochain forum.